l'oncologue m'a dit, on va faire le 50%, l'autre 50%, c'est à vous de le faire. Et je pense que c'est mes chevaux qui l'ont fait. Et ma famille qui m'a aidée aussi. Mais je pense que c'est une excellente thérapie. Bienvenue sur Confidence Équestre pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Crélier, une connaissance de longue date, donc on se connaît maintenant depuis plus de 10 ans grâce à un forum de discussion qui existait en Suisse du nom d'Équipation. J'avais cœur à accueillir Émilie aujourd'hui parce que c'est pour moi une femme de cheval déjà inspirante par le parcours qu'elle a fait avec ses chevaux, que ce soit au quotidien ou en compétition, mais également parce qu'elle a traversé des épreuves et c'est une femme, une battante qui nous donne de la force et qui m'inspire au quotidien par ce qu'elle a traversé. Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'elle va vous en parler et je veux garder un tout petit peu la surprise. Donc, bienvenue, Émilie. Merci. Dis-nous en quelques mots qui tu es. Alors, Émilie, j'ai 40 ans. Je suis en paye commerce dans mon métier de tous les jours. Je suis cavalière, meneuse et gérante d'une écurie à temps partiel. Okay. Ouais. Avant de poursuivre, j'ai installé une petite tradition. Je vais te donner le clap et au dos du clap, je vais te donner une petite crête. Tu vas écrire un mot qui soit qui t'inspire ou qui te correspond. Tu vas l'inscrire, tu vas le poser à côté de toi. Fais juste attention pas que ça s'efface sur le canapé parce qu'on a eu un petit peu ça sur le dernier épisode. Et on va y revenir plus tard dans le podcast. Ok ? Donc je ne regarde pas. Voilà. C'est comme les tours de magie. On ne regarde pas. Et juste avant de continuer, j'ai cru comprendre que tu aimais bien les bonbons. Et je crois, plus particulièrement, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça. Et je crois même qu'on m'a dit que tu aimais bien tout ce qui était fraise tagala. Exactement. Donc tu peux en prendre un. Et Merci. en plus, déjà, notre dernière intervenante, c'était les bonbons. Donc voilà. En fait, c'est sur la table, t'hésites pas, tu te sers quand tu veux. Okay. Ouais, top, merci. Donc souvent, ça a bien diminué la dernière fois. Et sers-toi seulement, je t'ai versé un verre d'eau. C'est gentil. Première chose, quand est-ce que les chevaux sont rentrés dans ta vie ? Très jeune. J'ai toujours été attirée par les chevaux. Et en fait, à l'âge de 4-5 ans, j'ai une amie qui m'a mis sur son cheval. Et en fait, je suis jamais redescendue. Voilà. T'as jamais arrêté. J'ai jamais arrêté. J'ai commencé les cours, j'avais 6 ans. Et mes premiers concours, je devais avoir 10-11 ans à peu près. D'accord, donc même la compétition, ça fait un moment ça que tu as un pied dedans. Exact. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu fais ? Parce que moi, je te connais maintenant, l'important, c'est que nos internautes fassent ta connaissance. Qu'est-ce que tu fais comme discipline et en quoi tu sors au niveau de compétition ? Alors, actuellement, je fais de l'attelage. Du coup, je suis licenciée M, donc ça correspond à amateur à peu près, pas élite, mais juste en dessous. Voilà. Pour l'équivalence française, voilà, pour les gens exactement. qui nous écoutent. Et puis, je pratique aussi le saut d'obstacles, je pratique le dressage, le cross, enfin un petit peu de tout. Voilà. Finalement, c'est plein de disciplines qui est assez intéressante pour tes compétitions d'attelage. Parce que c'est bien juste, en attelage, tu fais du complet. Oui. Donc, est-ce que tu arrives juste à expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est le complet en attelage ? Alors, en attelage, on a 3 épreuves du coup sur un concours complet. On a le dressage, donc comme un dressage monté. Voilà. On a le marathon, qui correspond à peu près au cross, si on veut. Et la maniabilité, donc dans les cônes avec les boules, vous faites le plus rapide sans faire tomber les boules. Donc voilà. Oui, c'est assez conséquent comme ça. C'est assez conséquent. C'est moi qui viens du complet, c'est un petit peu similaire. On part, exactement. On part toute la journée et c'est des grosses journées. C'est des grosses journées, des gros week-ends. Mais maintenant, j'ai cru comprendre, maintenant que cette passion, tu la partages pas seule, donc tu la partages maintenant avec ton homme. Est-ce qu'il a attrapé le virus en te connaissant ou... Il a attrapé le virus en me connaissant. Donc les chevaux, c'était inconnu pour lui avant. C'était inconnu, enfin pas inconnu, il avait des chevaux, enfin son oncle avait des chevaux, mais voilà, sans plus. Du coup,
Et c'était important pour toi, enfin, est-ce que ça a été un plus pour toi qu'ils viennent ou est-ce que c'est important pour toi de partager ça? Explique-nous un tout petit peu la relation que tu as au niveau Ouais. sport avec lui finalement. Comment c'est arrivé? En fait, on s'est mis à l'attelage un peu les deux, du coup, parce qu'il faut être deux sur l'attelage. Donc voilà. Tu lui as laissé le choix ou Je crois que oui. Mais en fait, il a commencé à venir avec moi à pied, après à vélo. Puis après, en fait, il s'est dit que c'était beaucoup plus simple d'être sur le cheval. Donc, du coup, voilà. Donc, il est venu à cheval avec moi. Et du coup, au fur et à mesure, on a monté cette équipe ensemble. Et puis malgré qu'on se prend pas mal la tête, parce qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs le jour des compétitions. Donc il y a aussi de la compétition interne. Voilà, il y a un peu des malentendus, des incompréhensions, voilà. En fait, on arrive à avoir un bon team et je pense que ça joue comme ça, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de teams en attelage qui se font comme ça en couple ou c'est souvent des externes? Il y en a pas mal qui sont en couple quand même. Voilà. Après, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir un groom qui connaît ce qu'il y a à faire, à qui on peut avoir confiance, et que d'avoir à chaque fois quelqu'un de différent, en fait, puis qu'il faut à chaque fois réexpliquer, recommencer. Pas forcément avoir confiance à 100%, voilà. Donc c'est mieux d'avoir quelqu'un un peu de suivi. Le 8 juin 2022, on t'a diagnostiqué un cancer triple négatif. Je pense que ce jour-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie et beaucoup de choses qui ont basculé. Déjà, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est le cancer triple négatif? Est-ce que tu peux nous en parler déjà à ce niveau-là? Alors, le cancer du sein triple négatif, c'est un cancer du sein qui touche environ 15% des femmes, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un cancer qui est hormonodépendant et en fait, dans les 5 ans, il y a pas mal de risques de récidive en fait. Voilà. Donc c'est un des plus graves. Voilà. Et surtout, comme j'ai pu comprendre, qui touche des femmes très très jeunes. Très jeunes, ouais, exactement, des femmes avant 40 ans. Et quels sont en général les pronostics, les diagnostics de cette maladie? Alors, plus c'est pris vite, plus c'est facile à soigner. Voilà. Plus c'est pris tard, plus il y a des risques de métastase en fait, parce qu'il se propage quand même assez rapidement. Voilà. Et parce que j'ai fait justement quelques petites recherches, parce qu'on parle beaucoup du cancer du sein normal, oui. On parle beaucoup que c'est des gens vers la cinquantaine, et c'est vrai que quand on voit que finalement il y a des jeunes vraiment qui sont touchés par ça, est-ce que c'est quelque chose que tu peux... parce que les mammographies et tout ce qui arrive, c'est souvent après, est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tu avais déjà entrepris des choses? Parce qu'on voit... non, mais on voit souvent des préventions. Enfin, oui. Moi, je connais en tant que femme, je veux dire, on voit souvent des préventions, qu'il faut se palper la poitrine. Et c'est vrai que moi, j'avoue, je le fais jamais, en fait. Ouais, c'est un réflexe qu'on n'a pas. Moi, je le faisais pas non plus, en fait. Ouais. Et j'étais pourtant suivie chaque année par ma gynécologue. Et voilà, c'est arrivé, en fait, du jour au lendemain. Parce que selon ce que m'a dit l'oncologue, en fait, il se développe très vite aussi. Et en fait, pour mon cas, après avoir fait des analyses, c'est une mutation du gène BRCA1. Ok. Voilà. Donc ça, je crois que ça touche... dans 30% des cas, c'est une mutation d'un gène BRCA1, BRCA2. Comment tu as découvert ça? Comment tu as découvert qu'il y avait un problème? Alors, fin mai 2022, je me suis levée un matin avec une boule en fait sur la poitrine. Tu l'as vu rapidement en fait. Que j'ai senti rapidement, ouais. Mais senti parce que t'as touché ou t'as senti qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton corps? Je sentais que j'avais vraiment une bosse en fait dans le creux du décolleté en fait. Voilà. Et j'ai cru que je m'étais pris un coup de tête d'un cheval. Puis que ça avait fait un hématome et tout. Au bout de 2 ou 3 jours, c'est pas devenu bleu. Donc je me suis un petit peu inquiétée. Et là j'ai pris rendez-vous du coup. Enfin, j'ai même pas pris rendez-vous, j'étais directement aux urgences au CHUV. Voilà. Pour voir, et quart d'heure après, j'avais rendez-vous pour une biopsie. Assez rapide. Voilà, ouais. Comment tu as réagi à la nouvelle? Alors, au fond de moi, je pense que je le savais. Du coup, j'ai pas en fait trop réagi. Voilà, quand elle m'a dit c'est un cancer du sein, j'étais là, ok. Voilà, c'est plus mon homme qui a eu de la peine à recevoir la nouvelle que moi, je pense.
Ouais, Il parce était- qu'on voilà, parle souvent de la personne, mais les gens qui Oui. sont avec, c'est des fois tout aussi dur exactement. pour eux. Ouais, ouais. Bah d'ailleurs, il m'a expliqué, parce que je sais pas si t'as dit, mais on a eu Non, il des m'a échanges les deux. Il m'a expliqué au concours de Frauenfemme, tu Oui. venais de faire ta biopsie, Oui. justement, et que voilà, vous avez fait nombreuses fois le parcours de reconnaissance, et il y a un moment où tu es partie seule, Oui. et puis tu as rejoint sur l'obstacle, et il m'a dit que tu avais reçu un téléphone Exactement. pour t'annoncer que finalement, il transmettait ton dossier au service d'oncologie. Ouais. Et il m'a dit qu'il pensait que tu avais compris en fait la Oui. gravité de ce qui t'arrivait en fait. Ben, quand j'ai reçu le téléphone, je me suis dit, enfin, voilà, il n'y avait pas photo, quoi. Donc voilà, une boule sur le sein, on me transfère en oncologie, enfin... Alors il m'a dit qu'il a été vraiment impressionné par ta force du moment. Puis moi aussi, je veux dire, on t'annonce un truc comme ça, tu pars en concours, en fait, t'es vraiment resté hyper focus. Franchement, j'y ai pas pensé, enfin, voilà. Jamais été malade, en fait, je sais pas. Jusqu'à il y a 2 ans en arrière, je savais pas ce que c'était d'être malade, donc voilà. À part une petite grippe de temps en temps. Et là, je me suis dit qu'en fait, j'avais 38 ans. Et puis, j'avais pas envie que ma vie s'arrête maintenant, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis battue depuis le début. Et que je me bats toujours. Voilà. Ouais, on va y revenir justement à ça parce que c'est vrai que comme tu disais, il y a un avant, il y a un après. Exactement. Voilà. On va développer ça après. Quand on a des animaux aussi, alors bien sûr la famille aussi, mais là on va surtout parler des animaux dans ce podcast-là. Moi, je me suis toujours dit, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je vais faire de mes chevaux? Qu'est-ce que toi tu as pensé par rapport à tes chevaux à ce moment-là? Est-ce que tu as eu une pensée pour tes chevaux à ce moment-là ou pas du tout? En fait, je me suis dit que je pouvais pas les abandonner. Donc voilà. Je savais pas, je pouvais pas leur faire ça, quoi. C'était... Vous voyez, enfin, pour moi, je pouvais pas partir avant eux. Voilà, c'était ça. C'est vrai que des fois, moi, je me dis, bon, s'il doit m'arriver quelque chose, où est-ce que je vais mettre mes chevaux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit, dans le sens de te dire, est-ce que je préviens des gens que s'il m'arrive quelque chose, j'aimerais qu'ils les récupèrent, ou un peu un testament animaux, si on veut dire. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est vrai que quand on aime nos animaux, moi je me dis, bon déjà, je vais me dire, moi mon homme, avec tous les animaux qu'on a, le pauvre, s'il doit tous les garder, mais en fait, un peu faire de l'ordre par rapport à tout ça, ça t'a traversé un peu l'esprit ou pas du tout? Non, même pas. Alors franchement, pas du tout. Moi j'étais vraiment dans cet esprit, je vais aller jusqu'au bout, et on verra, on va déjà faire ce qu'il y a à faire au début, et puis on verra par la suite. Et du coup, ça m'amène à une question un peu crue, peut-être, mais parce que je pense que c'est une question, et je sais que je peux parler très franchement avec toi, parce que tu m'as dit que tu n'avais pas de peine d'en parler, et c'est une question, et je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que, on sait qu'il y a des femmes qui en meurent, et en bien plus que ce qu'on y pense encore. Donc pour toi, comme j'ai compris, ça n'a jamais été une option? Non, ça n'a jamais été une option pour moi. Ça t'a jamais traversé l'esprit que tu pouvais... Une seule fois où ça m'a traversé l'esprit, c'est après avoir fait un IRM du dos, un IRM du bassin, un IRM du cerveau. Enfin, j'ai été radiographée de... Oui, j'ai vu les chiffres sur ton Facebook. J'ai commencé à compter et ça m'a donné le tournis, j'ai arrêté de compter. Voilà. Donc en fait, après tous ces examens, juste avant de commencer les chimios, l'oncologue me dit, on va encore vous faire une gastroscopie parce qu'il y a une tache sur l'estomac. Et là, je lui ai demandé si j'allais y passer en fait. C'est le seul moment où je me suis dit, là c'est bon, si ça commence à partir, enfin voilà. Et pour finir, c'était rien de grave. Donc, du coup, voilà, je suis partie pour mon cancer du sein localisé. Et du coup, ça t'a donné un espoir en disant, tant que ça reste exactement. localisé. Tant qu'il n'y a pas de métastase ailleurs, je suis entre guillemets sur la bonne voie. Il y a une phrase que j'ai pu relever sur ton Facebook que j'ai trouvé intéressante. Tu as marqué on n'a pas un cancer, on a son cancer, exactement. Ouais, du coup en fait chaque personne a un cancer différent. Enfin, on le voit déjà rien que dans les traitements. Enfin, j'ai passé 6 mois au CHUV quasi toutes les semaines à avoir plein de jours différents et tout. Et franchement, on a tout un cancer du sein, mais en fait, on a tout un traitement différent. On a tout un protocole différent. Enfin, voilà. C'est déjà rien que ça. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui a eu le même cancer que toi. » C'est jamais la même chose, finalement.
Ouais. Je pense le vécu, l'entourage que tu as. Exactement, ouais. Est-ce que justement d'avoir une passion, d'avoir quelque chose qui te tire en avant aussi, ça... Ça m'a beaucoup aidé, ouais. Par rapport à tes chevaux, quel rôle ils ont eu en fait dans ton combat? Ça a été une force, clairement, parce que tu t'es dit, je peux pas abandonner, je pense pour ton entourage de toute façon, et puis pour eux, mais est-ce qu'il y a eu un rôle vraiment prépondérant avec eux? L'oncologue m'a dit, on va faire le 50%, l'autre 50%, c'est à vous de le faire. Et je pense que c'est mes chevaux qui l'ont fait. Et ma famille qui m'a aidé aussi, mais je pense que c'est une excellente thérapie. Mais sans eux, ça n'aurait pas été la même chose, non, en fait. Non, disons que là, j'étais, en guillemets, obligée d'aller m'en occuper, j'étais obligée de sortir, j'étais obligée d'aller prendre l'air, de faire des box, de les monter, enfin voilà. Donc déjà, ça fait de l'exercice physique, ce qui est très bon pour justement la guérison d'un cancer. Et en fait, si j'avais été dans un 2 pièces en pleine ville, je pense que je serais peut-être plus là, en fait. Il y a des choses que tu as dû mettre en place, où tu as pu tout le temps t'occuper de tes chevaux normalement, ou il y a quand même des choses que tu pouvais plus faire avec eux, que ce soit dans la gestion, dans la monte ou quoi que ce soit. Tu as dû demander des gens qui t'aident. Alors j'ai dû demander de l'aide, c'était difficile parce que c'est compliqué pour moi de demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, en fait. Ouais. Voilà. Et sur la fin, là, en fait, j'avais vraiment plus de physique. En plus, j'ai eu des problèmes de thyroïde, j'ai eu plein d'autres soucis qui sont venus par-dessus. J'avais plus de souffle, j'avais plus de force. Et ça, donc, dû au traitement que tu avais. Exactement, ouais. Donc du coup, en fait, j'ai engagé quelqu'un pour faire mes box 3 fois par semaine, du coup. Et j'avais aussi mes demi-pensions qui m'aidaient, les copines, Vincent forcément. Oui. Voilà. Et du coup, ma maman et ma tante et mon oncle, du coup, qui sont mon parrain et ma marraine, m'ont payé en fait les frais pendant ces mois où en fait, tu as dû demander du soutien. Ouais, en fait. Exactement, ouais. C'est important aussi ce genre de soutien finalement, parce que il y a quand même, je pense qu'il y a quand même aussi des choses qu'on parle pas, mais tout l'aspect financier. Tout l'aspect financier, ouais. Mais en fait, j'ai arrêté de travailler le 8 juin 2022. Donc le jour où on t'a annoncé en fait. J'étais arrêtée à 100%. Et j'ai voulu reprendre à un petit pourcentage moins d'une année avant la fin des traitements. Donc j'ai recommencé le 1er juin. T'en avais besoin en fait. Ouais, j'en avais besoin, ouais. Et du coup, j'ai travaillé à 20% jusqu'à la fin de l'année. Après, j'ai été opérée. Après, j'ai recommencé à 40% et maintenant, je suis à 50% du coup depuis début janvier. Voilà. Mais c'est vrai que financièrement, c'est pas facile. Non, parce que les assurances, elles payent pas tout non plus en fait. C'est très compliqué avec les assurances. Voilà. Je pense que j'ai été plus fatiguée de l'après-cancer, après-traitement, que pendant les traitements. Mais fatiguée mentalement avec toute l'administration. En fait. L'administration, ouais. Voilà. Et il y avait des tâches, là on a parlé que tu as dû engager, il y avait des tâches spécifiques avec tes chevaux que tu pouvais plus faire? Qu'est-ce que je pouvais plus faire? Pas trop de choses en fait. J'ai monté à cheval et j'ai attelé jusqu'au jour avant mon opération. Voilà. Même si c'était difficile. Et non, je faisais tout. J'ai continué à tout faire. Juste un petit peu moins pour te soulager, mais tu as pu tout faire. Disons qu'au début de traitement, je montais 3 chevaux. À la fin du traitement, je montais un jour sur 2. Voilà. Quand tu parles, t'as eu l'opération, donc je pense... J'ai une mastectomie totale. Et ça, c'était suite, t'as eu d'abord tes chimios et après t'as eu ton opération. Alors j'ai fait 16 semaines de chimio. Après j'ai eu l'opération. Du coup j'étais arrêtée il y a environ 6 à 8 semaines. Et ça c'était en préventif qu'ils ont enlevé la poitrine ou... Quand ils ont fait l'opération le 29 décembre 2022, j'ai toutes les dates en tête, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Du coup, en fait, les tumeurs, parce que j'en avais pas qu'une, j'en avais une dans le sein gauche, une grosse dans le sein gauche et j'en avais 4 dans le sein droite, du coup, étaient totalement réduites. Donc en fait, il n'y avait plus rien. Voilà. On a un invité qui s'incruste. Donc du coup, il n'y avait plus rien. Donc en fait, ils ont enlevé ce qui reste, enfin, le peu qui restait, quoi. Voilà. Oui. Du coup, mais c'était vraiment préventif aussi pour la suite. Voilà. J'ai du dressage, moi aussi. Il y a une chose qui m'interpelle. Tu vas peut-être te marrer, mais le fait d'avoir enlevé la poitrine, ça t'a changé ton équilibre à cheval?
Ça m'a énormément changé mon Ça équilibre. me traverse maintenant en fait, parce que Oui. ça aussi, on Oui. s'en rend Oui. pas compte. Non, j'avais perdu mon centre de gravité en fait. Et c'était impressionnant. Je me suis remise à cheval Alors, je devais attendre 8 à 10 semaines avant de remonter. Au bout de 6 semaines, l'infirmière m'a dit « Je vois que vous êtes impatiente, je vous laisse remonter à cheval. » Donc du coup, je me suis remise à cheval après 6 semaines, tranquillement. Et en fait, j'avais toujours cette impression de partir en avant. Oui. Tout le temps. Voilà. Et en fait, il m'a fallu, je pense, 2 à 3 mois pour trouver mon équilibre. Pour être vraiment bien de nouveau à cheval. Ah ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça change toute la dynamique du corps et tout l'équilibre du corps. Ah oui, ça change tout. Et du coup, il a fallu retrouver le mouvement des bras. Enfin, c'était parce que j'ai eu la mastectomie, mais ils m'ont aussi enlevé des ganglions sur les bras. Donc j'ai vraiment des cicatrices qui vont assez loin sous le bras. Et c'est vrai que c'était assez compliqué niveau mouvement à se remettre en route en fait. Est-ce que tu as remarqué un changement de comportement de tes chevaux vis-à-vis à toi? Alors je sais, en discutant avec Vincent, que ton chat a changé de comportement par rapport à toi. Ouais. Mais est-ce que les chevaux ont... Est-ce que tu as senti chez les chevaux quelque chose de différent? Oui, ils ont bien changé. Franchement, ils faisaient attention à moi. Gizmo, au tout début du traitement, je le sentais pas très bien. Et du coup, en fait, il s'inquiétait pour moi. Enfin, après une communication que j'ai faite avec une amie, c'était vraiment qu'il s'inquiétait pour moi. C'était vraiment le côté éponge, en fait. Il captait tout ce que tu ressentais. Exactement, ouais. Après, du coup, Lascar, il est devenu beaucoup plus calme. Il faisait beaucoup plus attention. Donc, il n'y avait plus de coups de cul, il n'y avait plus de... Voilà. Et Lacoste, il est resté fidèle à lui-même. Je trouve passionnant en fait cette faculté, des choses qu'ils arrivent à ressentir. Qu'ils arrivent à ressentir. Parce que il existe par exemple des chiens qui détectent des tumeurs, mais finalement les chevaux ils ont... Je pense qu'ils y arriveraient aussi, ouais. Et maintenant, est-ce que toi t'as remarqué rapidement, mais du coup est-ce qu'ils l'ont senti peut-être tout de suite aussi? Moi, j'arriverais pas à dire en fait. Ça arrivait tellement vite que voilà. Ouais. Mais je pense qu'ils ont dû le sentir avant moi, ouais, sûrement. Mais j'ai peut-être pas vu les signaux qu'il fallait, et puis voilà. 3 semaines après mon opération, 3-4 semaines, j'allais promener Gizmo avec la corne. Alors que je pouvais plus trop bouger les bras et tout, et lui qui tire tout le temps pour aller brouter, il a jamais brouté, rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment qu'il savait qu'il fallait faire attention. Ça me fascine en fait, fascine cette capacité d'adaptation. Non, ils sont... J'ai relevé aussi quelque chose sur ton Facebook, je vais le lire, comme ça je ne vais pas déformer ce que tu as dit. La seule fois où j'ai pleuré, c'est quand on m'a interdit de monter à cheval dès le début du traitement. Explique-moi, et surtout, est-ce que tu as respecté ces consignes quand on t'a dit de ne pas monter ou pas? C'était le 8 juin quand la médecin m'a annoncé mon cancer du sein, du coup. Et qu'en fait, elle m'a dit... le cheval, c'est fini. Elle me l'a dit comme ça, en fait. Et c'était pour quelle raison? Pour moi, elle devait croire que je faisais de la compétition au niveau, et comme il fallait pas de risque de chute ou quoi que ce soit, voilà. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a dit ça. Et en fait, après, en lui expliquant ce que je faisais et que j'avais des chevaux à la maison et que c'était pas possible pour moi de plus monter à cheval ou de plus m'occuper de mes chevaux, elle a compris. Et du coup, moi, je devais vraiment faire attention à tout ce qui était infection. Je devais pas tomber, je devais pas... Voilà. Du coup, typiquement, chuter, ça aurait pu amener quoi comme conséquence? Si je m'étais cassé une jambe en plus de mon cancer, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué. Déjà ça, et finalement, les traitements que tu prenais, ça pouvait te fragiliser aussi, ou baisser ton immunité en cas d'infection? Exactement. J'avais vraiment une immunité assez basse. Donc, toutes les semaines, on contrôlait mes globules blancs et tout. Et je devais vraiment faire attention. Si je me coupais, je devais vraiment bien désinfecter, contrôler, voilà. Oui, et puis on sait que le milieu du cheval, c'est pas le plus exactement. stérile. Du coup, malgré ces recommandations, moi, je sais, apparemment, du coup, c'est chouette déjà que tu as pu avoir ce dialogue avec les médecins et qu'ils aient pas... Alors, ils étaient pas trop pour, mais je leur ai pas laissé le choix, en fait. Je leur ai pas laissé le choix. Tu as continué la compétition. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu en parler au début, c'est que les gens ils comprennent que c'est pas juste un petit attelage où tu vas un petit peu faire ton petit concours de campagne. Donc c'est vraiment, tu as tes 3 épreuves et tout. Est-ce que la compétition, donc là tu as dit être avec tes chevaux et tout, c'était quelque chose. Mais pourquoi tu as voulu vraiment continuer la compétition? Est-ce que ça t'apportait vraiment quelque chose de supplémentaire? Qu'est-ce que ça t'apportait émotionnellement?
mentalement et autres? Ben, je pense qu'en fait, ça m'a boosté encore plus, enfin, ça m'a donné des objectifs. Parce que, à part aller au CHUV toutes les semaines pour faire ma chimio, enfin, voilà, j'avais pas tellement d'objectifs que je pouvais faire, en fait. Voilà. Et là, je savais qu'avec mes chevaux, ben, j'arrivais justement à aller, à avoir un but. Voilà. Et puis de la satisfaction à réussir Exactement. les choses. Ouais, ouais. Et physiquement, tu sentais que c'était plus dur pour toi? Alors, c'était beaucoup plus dur, oui. Ouais, les reconnaissances de marathon étaient quand même compliquées. Ouais. Parce que il faut savoir qu'une bonne reconnaissance de marathon, c'est quand même 4 heures. Donc ça demande beaucoup. La chimio attaque pas que les tumeurs, elle attaque aussi tout le reste, donc c'est-à-dire aussi tout ce qui est le cerveau, La mémoire, la donc, concentration. voilà, la concentration. Il y a énormément de fatigue qui vient aussi. Donc le cumul de tout, en fait, c'était dur, mais je l'ai fait. Voilà. Tu disais que tu avais ton conjoint qui t'accompagnait, donc du coup, dans ce cas-là, ça a vraiment été bien que tu aies ton conjoint parce qu'il il te connaît mieux que n'importe qui, et puis lui, il pouvait vraiment, je pense, encore plus te comprendre. Oui, quand ça allait pas, du coup, voilà, qu'il fallait que j'aie mon moment de repos, qu'il fallait que. Voilà, c'était bien de l'avoir avec moi, comme je l'ai eu avec moi tout au long des traitements. Ouais, c'est important ça. Voilà, ouais. J'ai une petite anecdote il m'en a dit plein, ton homme. Attention. Il m'a expliqué que un jour, je crois, quand t'as été pour une chimio, Oui. t'es arrivé avec tes vidéos justement d'attelage et que t'as montré à l'infirmière, c'est ça, infirmière, et que tu lui as montré, et puis elle t'a dit que c'était remarquable, que tu trouves la force d'aller voir un concours d'attelage malgré les traitements et tout. Et je te laisse raconter la suite parce que ça m'a fait très rire comme anecdote. Et qu'en fait, quand je lui ai dit que c'était moi sur les vidéos, C'est ça. elle a regardé 3 fois la vidéo quand même. Voilà. Donc Non, là, en fait, avant le championnat suisse en août 22, du coup, j'étais en concours et en fait, c'est aussi une petite anecdote. J'étais en train de boire de la limonade citron et un copain me dit tu feras attention à pas être dopé à la limonade. Puis je lui ai répondu qu'en fait j'étais dopée à plein d'autres choses vu mes traitements. Et c'est là que je me suis dit en fait que peut-être un papier de l'oncologue comme quoi j'étais sous traitement serait pas mal pour les compétitions au cas de dopage justement. Donc j'ai demandé à l'infirmière si le médecin pouvait me faire un papier comme quoi j'étais sous traitement chimio pour pouvoir participer au championnat suisse en fait. Et là elle m'a pas cru. ah ouais. Voilà. Je ne comprenais pas pourquoi je voulais un papier justement contre le dopage au cas où, alors qu'en fait je devais rester tranquille chez moi. Du coup là, Ouais. Et du coup, après c'est justement la semaine après en rentrant que je lui ai montré les vidéos et que là elle a vraiment pas cru que c'était moi, donc elle pensait que le papier en fait c'était pas pour ça quoi. Ah donc oui, en fait c'était la même infirmière. Exactement. Et elle a fait le lien Ouais. entre ton papier. Ils ont peut-être pas des gens qui sont. Ils m'ont pris un petit peu pour une extraterrestre, je pense. Là au moins tu as dit, tu Voilà. as affirmé tes besoins, on y Exactement. va. Exactement. Et du coup, en termes de compétition, ça c'est recevable en fait d'être dopé suite à un traitement, c'est acceptable suite à un contrôle. Je sais pas, j'ai pas eu de contrôle. Donc tu as essayé un peu. J'ai essayé, voilà, mais au cas où, j'avais un papier qui disait que j'étais sous tel et tel traitement de chimio et que s'il y avait éventuellement contrôle antidopage pour humains, voilà, j'étais couverte en fait. Après, finalement, c'était pas du doping qui te boostait, mais Non, plutôt l'inverse. justement. J'ai 2 phrases que j'aimerais dire. Tu vas me dire celle qui te correspond le mieux. Mm-hmm. Est-ce que c'est ta niaque de la compétition qui t'a aidé dans ton cancer, ou est-ce que c'est ton cancer qui va t'amener encore plus de niaque à la compétition? Je pense que c'est la première. Parce qu'en fait, maintenant, pour moi, le résultat compte plus en fait, en compétition. Maintenant, j'y vais pour me faire plaisir. Voilà. Mais c'est quand même grâce à la compétition que j'ai réussi à vaincre mon cancer. Parce que j'avais vraiment cette envie d'aller plus loin. Mais c'est un petit peu, un peu les deux, ouais. De toute façon, comme ça te change, de toute façon, ça te booste. Exactement, ouais. Ce que tu as traversé avec ta maladie, ça a aussi changé ta vision de la compétition. Est-ce que ça a aussi changé un peu la vision dont tu avais des chevaux et vers quoi tu veux aller avec tes chevaux? Est-ce que
Ça a eu un impact en fait là-dedans. Je pense un petit quand même. Mais j'étais déjà partie avant d'être malade pour me dire que la compétition allait devenir entre guillemets pour le plaisir, parce qu'en fait il faut tellement, on arrive à un niveau de compétition tellement haut maintenant dans notre catégorie que en fait je rivalise pas. Voilà, donc je travaille, mais je sais que de toute façon j'y arriverai pas plus haut et que j'ai le cheval pour, mais que moi j'y arriverai pas. Voilà. Donc je me fais plaisir avec mon cheval et puis voilà. Puis prendre l'âge aussi, donc. Oui, voilà. et puis mine de rien, moi je remarque dans l'enseignement que j'ai avec mes élèves ou dans les gens que j'accompagne, on peut être compétitif et tout, mais le plaisir doit rester au centre. Exactement. Et peut-être que ce genre d'épreuve te fait reprendre la valeur des choses et te dire, en fait, tu peux gagner tous les prix que tu veux, mais si t'as pas le plaisir, si tu n'as pas ton pourquoi, si t'as pas le pourquoi de pourquoi tu fais les choses, et je pense que ça te ressente vraiment ton pourquoi. Oui, ouais, je vais en compétition, alors j'ai toujours cet esprit de compétition parce que voilà, faut toujours essayer de faire mieux et tout. Oui, et puis depuis des années, je te connais. Voilà. Je veux dire, t'es quand même quelqu'un qui travaille, d'arrache-pied pour arriver à tes objectifs. Je veux dire, tu te reposes pas sur tes lauriers, donc, mais on peut être en compétition avec soi-même. Exactement, ouais. Et je pense que j'ai fait une grosse compétition là, depuis 2 ans. Je crois que là, je suis au plus haut niveau. Je pense que personne ne peut me rattraper là pour le moment. Là, voilà. Je te propose un micro-jeu. Je vais te donner à chaque fois 2 options. Okay. Et tu vas me dire assez rapidement celle qui te convient le mieux. D'accord ? Donc, grosse compétition d'attelage où t'as les plus grands, ou concert au Paléo avec ta tête d'affiche préférée ? Concert à Paléo. Concert à Paléo. Ouais. Et ce serait quoi la tête d'affiche préférée que tu voudrais voir à Paléo ? Allez, on continue avec Amuse. Je les ai vus 3 fois cette année. Donc fan, ouais. Fan. Juste pour la petite anecdote pour les gens qui nous écoutent, avec Émilie, on a le don de se croiser sur tous les festivals qu'on fait. Je pense que cette année, on s'est déjà... Même pas que le festival, les concerts, on s'est croisés sur, je pense, 3-4 concerts faciles. Donc voilà. Sans se concerter en plus. Voilà. Alors, peut-être que la prochaine question, ton homme va me détester, mais balade en tête-à-tête avec Gizmo ou souper en chandelle avec ton homme ? Le choix est dur. On dira quand même le souper en tête-à-tête. Bon, autrement, il y a l'autre option, c'est que tu mets l'attelage à Gizmo et vous faites le souper en chandelle sur l'attelage. Voilà, exactement, ça peut être pas mal. Ça peut être une option à noter pour les prochaines sorties. Marathon sous une pluie diluvienne ou concours de dressage sous 35 degrés ? Je dirais le concours de dressage sous 35 degrés. J'ai horreur de la pluie. T'as horreur de la pluie ? Alors du coup, tu seras mouillée pareil, mais... mais ça dure moins longtemps aussi. Voilà. Et puis en plus, c'est le marathon sous la pluie, c'est sport. C'est sport, ouais. Et la dernière, fraise tagada ou verre de vin blanc ? La fraise tagada. Tu veux en piquer ? Oh, j'en prends une alors, ça marche. Ouais, vas-y, prends. Faut pas me laisser tous ces bonbons pour après, parce qu'après, c'est moi qui vais les manger. Est-ce que tu aurais envie, par le biais du podcast, parce que si je peux apporter ma contribution à ça, parce que ça c'est aussi une chose qu'on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'on pense toujours que ça arrive aux autres. Tu as une association que tu aurais envie de soutenir ? Alors oui, une association qui m'a beaucoup aidée par ce qu'ils fabriquent, c'est les Coussins du Cœur. Et c'est des couturières bénévoles qui fabriquent des coussins en forme de cœur pour les mastectomies, pour les opérations de mastectomie du coup. C'est des coussins qui nous calent en fait sous les bras parce qu'on doit dormir sur le dos pendant plusieurs semaines. Et voilà, en fait ils ont été très utiles. Ils sont toujours utiles parce que je les utilise toujours même une année après. Et puis il y a un symbole. Voilà. Et du coup, ils sont offerts à chaque patiente qui a une opération. Donc je trouve bien du coup de pouvoir les aider justement. Voilà.
Donc en fait, elles reçoivent ces coussins quand elles vont se faire opérer. Oui. Mais est-ce que c'est sur le canton de Vaud ou c'est plus global? Est-ce que c'est... Je crois qu'ils sont aussi sur les autres cantons, il me semble, D'accord. de mémoire. En fait, c'est très spontané de leur part ce qu'elles font Oui, finalement. du coup, ouais. Et puis, c'est via le CHUV, en fait, que je les ai reçus. D'accord. Voilà. Et du coup, ces dons, qu'est-ce que ça peut leur permettre de faire? D'acheter du tissu, d'entretenir les machines à coudre, je pense tout ça. Voilà. D'accord. Du coup, moi, ce que je propose, je mettrai en lien dessous le podcast ou sous la vidéo, c'est égal. Je partagerai le nom de l'association et je pense qu'ils ont un site internet. Oui. Donc, ils ont un site internet. Voilà, donc je vous partagerai les infos sur l'association et je vais faire en sorte de vous partager aussi un endroit si vous avez envie de faire un don, mais même aussi petit soit-il, hein, si on a 10 personnes qui donnent 5 francs, ça fait 50 francs. C'est déjà, ça permet d'acheter un bout de tissu, ça va aider des femmes. C'est les petits gestes qui font de grandes choses. J'ai encore juste 2-3 petites questions avant de passer aux 4 questions finales que je pose à tous nos invités. Si aujourd'hui tu devais décrire l'Émilie actuelle, donc la cavalière d'aujourd'hui, comment tu la décrirais par rapport à il y a 2 ans? Je pense qu'elle a changé. Elle a pris un peu plus confiance. Ouais, il y a des choses qui en fait m'emportent plus. Enfin voilà, et ça me passe au-dessus maintenant vraiment. Mais sinon, je suis quand même restée la même. Voilà. Parce que j'ai vu que tu as mis en fond de couverture un texte qui dit que tu t'excuses plus et que maintenant tu penses à toi. Exactement. Avant, je pense que j'avais beaucoup de peine à dire non déjà, qui m'a beaucoup posé problème dans ma vie professionnelle surtout. Et en fait, maintenant, j'arrive à dire non, j'arrive à dire ce que j'ai envie. Et ma foi, si les autres sont pas contents, tant pis pour eux, quoi. Voilà. Enfin, tu veux profiter de ce podcast pour dire quelque chose à quelqu'un ou passer un message ou aux gens qu'on traversait, il y a quelque chose qui te tient à cœur? Déjà, je vais dire merci à ma famille, à mes amis qui ont été là, à mes chevaux, forcément. Et je pense qu'en fait, les personnes malades, ou qui apprennent qu'ils sont malades, ou qui traversent la même chose ou autre chose différente de moi, il faut qu'ils s'accrochent en fait. Voilà. Et puis c'est possible, c'est réalisable. Et voilà. Tu as partagé aussi un podcast qui parlait des gens qui vous abordent. Oui. Est-ce qu'à ces gens-là, tu veux leur dire quelque chose? Parce que ce podcast avait l'air de t'avoir touché. Alors en fait, c'est vrai que beaucoup de gens croient que j'ai fini mes traitements, j'ai recommencé à travailler, donc je suis guérie en fait. Et en fait non, pendant 5 ans je suis suivie régulièrement, j'ai encore des opérations qui vont venir et tout, donc pour moi je suis pas guérie et j'aimerais juste que les gens comprennent en fait que c'est pas parce que je fais tout comme avant, que j'ai rien arrêté, que je revis entre guillemets ma vie d'avant, que je suis guérie. Voilà. Mais d'ailleurs, on en a parlé tout au début, oui. Parce que justement, tu disais il y a un avant, ouais. Il y a un après. Et après, ouais. Donc tu dis, tu te sens pas, t'es pas guérie. Non. Mais si on demande, si là, maintenant, je te demande comment elle va, la Émilie d'aujourd'hui? Elle va bien. Elle va bien. Elle se réjouit d'avoir fini. Et pour toi, est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un but que tu aurais atteint où tu dis, oui, là, je suis guérie? Ma prochaine grosse opération qui va arriver, je pense que ça va déjà faire beaucoup. Et déjà fin septembre, quand on va me dire que ça fait 1 année que je suis en rémission, voilà. Parce on parle de guérison du corps, mais je pense que c'est guérison de la tête aussi. Oui, ouais. Du coup, voilà. Et dans 4 ans, quand on me dira que j'ai pas eu de récidive et que tout va bien. Voilà. On boira un verre de blanc devant Alios, c'est ça? Exactement. À Paléo. Voilà. Je doute qu'il y ait des gens, des programmateurs de Paléo, mais si jamais il y en a un qui passe là, ok. Voilà. Alios vous avez compris le message. Hein. Donc je vais te poser, on va conclure sur 4 questions que je pose à tous nos invités.
quelle est pour toi ta vision idéale de l'équitation ou de l'attelage? Oui, c'est de l'équitation, mais c'est une branche quand même qui est très différente. Très différente, voilà. Oui. Ben, qu'on arrive à respecter le cheval, à être dans son bien-être, et qu'on puisse continuer quand même à faire de la compétition sans avoir des vidéos de gauche et droite qui passent sur les réseaux où une fois le cheval n'était pas bien ou voilà quoi. C'est aussi c'est quelque chose qui est difficile à porter en tant que compétiteur habituel. Ça fait bien la transition avec l'autre de mes questions, c'est comment vois-tu l'équitation en 2050? Parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, on a eu de la chance, il y a eu les JO il n'y a pas longtemps, ça s'est relativement bien passé. Donc ça va pas péjorer les choses, mais on sait que c'est un sport qui est quand même mis en péril, surtout la compétition. Toi, si là maintenant, tu devais te dire en 2050, comment tu penses que ce sera? En toute franchise, tu peux être pessimiste, tu peux être optimiste, vraiment, là, sans réfléchir. Eh ben, j'espère qu'on pourra toujours monter à cheval en fait. Parce que là, ça commence déjà à être mal parti. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi, j'espère qu'on pourra encore continuer très longtemps à se faire plaisir avec nos chevaux, que ça soit en compétition, en balade, enfin tous les jours, et voilà. Si tout d'un coup la compétition, ça venait à ne plus pouvoir être possible à cause de tout ça, tu te contenterais... J'irais faire de la balade tous les jours. Voilà, ça te manquerait, mais c'est pas ce qui te rend le plus heureuse avec tes chevaux. Non. Okay. La prochaine question, alors je n'ai toujours pas de lampe d'Aladin, donc notre dernière intervenante, elle a pris le strict de bonbons et elle a frotté, donc je te file le bocal de bonbons, et t'imagines que c'est la lampe d'Aladin. Ça marche. Et si là maintenant tu as 3 vœux à faire, quels seraient? Ça peut être en lien avec les chevaux, comme pas du tout. Quels sont tes 3 vœux? Le premier, c'est la santé, pour tout le monde en fait. Voilà, parce que ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Voilà. Le deuxième, que je puisse continuer à m'amuser avec mes chevaux, à faire tout ce que je fais jusqu'à maintenant, voilà. Et puis, le troisième, que ce cancer quitte mon corps définitivement. Voilà. Et on le souhaite très fort pour toi aussi. Et je pense que tout le monde... tous ceux qui écoutent, vous envoyez toutes les ondes à Émilie. Pour la dernière question, on a juste un faux raccord entre avant et là. On a un chat qui a apparu parce qu'on a eu un petit problème de mémoire sur les téléphones. Et elle a profité de s'immiscer... de nous rejoindre. Est-ce qu'il y a un invité ou quelqu'un en particulier ou une histoire de vie que tu aurais envie d'écouter sur Confidence Équestre? Oui. Interviewer, pas interviewer, mais plutôt qu'un ancien cavalier, un ancien dragon, ou une cavalière nous raconte un petit peu les anecdotes d'avant en fait, parce que je fais partie d'une section de DGM du coup par chez moi, et c'est vrai que quand on passe une soirée avec les anciens, c'est toujours très drôle, ils ont plein d'anecdotes, ils ont plein d'histoires et tout, et en fait nous on est des petits joueurs à côté d'eux en fait. C'est une autre époque, mais c'est intéressant. Peut-être que Stéphanie, que je crois que tu as écouté son podcast, peut-être que Stéphanie qui travaille dans les Haumes pourra nous aider à trouver quelqu'un. Je suis sûre qu'il y aurait quelqu'un sous la main, mais oui, très intéressant. Voilà. Je garde ton idée. Ouais. Donc on va conclure, et pour conclure ce podcast, c'est toi qui vas clapper la fin de ce podcast, mais surtout au début il y aura un petit ronron dans ton micro, je pense. Au début du podcast, tu as écrit un mot à l'arrière du clap. Je t'invite à prendre le clap et à montrer le mot que tu as mis, de nous le dire et de nous expliquer pourquoi. Résilience. Qui me définit et qui définit toutes les femmes qui se battent contre le cancer du coup.
jolie conclusion. Donc, tu peux garder le clap. Et juste avant que tu clapes, donc merci beaucoup de ta venue. Moi, ça m'a fait très plaisir de partager ce moment avec toi parce que même si on se connaît depuis maintenant quelques années, j'ai appris à connaître d'autres forces chez toi, même si, comme je t'ai dit, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir d'échanger avec toi. Mais surtout, je te remercie d'avoir partagé sans filtre et vraiment sans tabou ce que tu as ressenti. Je suis convaincue que ça va permettre à des femmes, si elles écoutent, vous pouvez mettre des petits mots si besoin en bas, en dessous de la vidéo. Je les partagerai avec plaisir avec Émilie. Et je pense que c'est très difficile, il y a beaucoup de tabous là-dedans et je pense que d'oser en parler, vraiment, c'est une grande aide pour beaucoup de femmes. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment vraiment privilégié. Merci à toi. Voilà, donc tu peux, je t'invite à... Ouais, super. Ce podcast vous a plu? Alors mettez 5 étoiles ou un like selon votre plateforme d'écoute. Laissez un commentaire pour partager vos impressions ou pour en savoir plus sur nos invités ou sur mon podcast. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. Pour donner de la visibilité, partagez-le un maximum autour de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître Confidence Équestre. Je vous invite également à suivre mes invités et moi-même sur nos divers réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Un invité vous ferait plaisir, n'hésitez pas à nous partager vos idées et vos envies. À très bientôt pour un prochain épisode de Confidence Équestre.